Il y a plus de 4000 ans, des bateaux sont partis de cette plage et ont commencé la plus grande migration que l'humanité ait jamais entrepris. Ils sont d'abord partis plein sud. Ils ont atteint d'autres îles, ils ont rencontré des gens, s'y sont installés, et leurs descendants ont ensuite repris le flambeau en repartant en mer. Pendant des milliers d'années, des générations successives d'explorateurs préhistoriques ont continué d'avancer toujours plus loin, jusqu'à ce que leurs descendants recouvrent une grande partie de la planète. La migration austronésienne, comme elle s'appelle, a été la plus grande migration du Paléolithique, en dehors de la sortie d'Afrique elle-même, et aujourd'hui, il est temps de plonger au cœur de ce mystère scientifique depuis l'endroit où il a eu lieu. Tout commence par une observation étonnante. Au milieu du 19e siècle, des linguistes se rendent compte qu'il existe entre l'Asie et le Pacifique une famille de langues très curieuse qui comprend plus de 1200 langues. Le malais, l'indonésien, le javanais, le malgache, mais aussi le tahitien, l'hawaïen, le maori. Toutes ces langues sont cousines. Ces locuteurs vivent presque tous sur des îles, ce qui est déjà un peu surprenant, mais c'est surtout l'aire de répartition de ces langues qui choque. Leurs locuteurs sont répartis sur près de 20 000 km. Le hawaïen et le malgache sont des langues cousines. C'est incroyable! Les linguistes de l'époque venaient d'avoir de jolis succès pour essayer de retracer l'origine des langues indo-européennes et ils commencent donc à s'intéresser aux Austronésiens. Comment est-ce que ces gens ont fait pour recouvrir une telle proportion de la planète, avec les moyens de la préhistoire? Et surtout, d'où est-ce qu'ils venaient à la base? Une quête scientifique venait de commencer, celle qui visait à retrouver le pays depuis lequel toute cette migration phénoménale est partie. Salut! Petit message très rapide pour vous remercier tous collectivement pour le soutien que vous avez donné après la dernière vidéo. J'en reparle à la fin de cet épisode, mais vous avez été vraiment surprenants. Et ouais, vraiment très cool. Je vous explique tout ça tout à l'heure, mais d'abord, retournons aux Austronésiens. L'histoire des décennies de recherche qui ont réussi à réunir toutes les pièces de ce puzzle scientifique incroyable est presque aussi intéressante que la migration elle-même. À la fin du 19e siècle, le linguiste hollandais Hendrik Kern s'intéresse aux langues d'Océanie et il remarque qu'elles partagent entre elles de nombreuses propriétés, et notamment ce qu'on appelle des cognas. Les cognas sont des mots qui ont une étymologie commune, qui sont donc apparentés par une langue ancestrale. Un exemple très connu, c'est les cognas de nuit en français, night en anglais, nacht en allemand, nikia en grec, mais aussi nit en catalan, nakt en sanskrit, noctis en latin, not en islandais, etc., etc. Tous ces mots ont une origine commune, le mot noctse de l'indo-européen, qui est la langue ancestrale à toutes celles que j'ai citées. Hendrik Kern remarque que pas mal de cognas partagés par les langues d'Océanie concernent la canne à sucre, la noix de coco, la banane, le bambou. Et il en tire la conclusion que la langue ancestrale, d'où viennent initialement tous ces mots, devait être parlée quelque part sous les tropiques. Il note aussi qu'il y a de nombreux cognas pour le riz, pour le taro, pour l'igname, pour les poulets, des espèces qui sont cultivées en Asie, donc la langue austronésienne d'origine devait être en Asie. Et enfin, comme certains des cognas concernent les pieuvres, les requins, les homards et les tortues, la patrie des Austronésiens devait donc être proche de la mer. Conclusion, les Austronésiens devaient être quelque part entre le Cambodge et le nord du Vietnam. Alors, bien tenté, mais non. La méthode qui a été utilisée par Hendrik Kern sera très critiquée par d'autres chercheurs et effectivement, je ne suis pas sur une plage du Vietnam ou du Cambodge. Quelques décennies plus tard, Isidore Dien classe plus de 250 langues austronésiennes en 40 groupes, en fonction des cognas qu'elles partagent. Il se rend compte que parmi ces 40 branches, 34 sont parlées dans l'archipel de Bismarck et en Nouvelle-Guinée. Le lieu d'origine étant probablement l'endroit où il y a le plus de diversité, il postule que donc l'origine de ces langues austronésiennes devait être dans ce coin-là, donc vers la Nouvelle-Guinée. Mais je ne suis pas non plus en Nouvelle-Guinée. En 1985, Robert Blust et Peter Bellwood élaborent une nouvelle hypothèse, celle du Out of Taiwan. Taïwan est une île qui a été colonisée par des populations venues de la côte chinoise il y a environ 7000 ans. Son histoire est fascinante et on en reparlera dans un autre épisode, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un territoire très montagneux qui est habité par de nombreux peuples aborigènes. Entre 2 et 5% de la population est reconnue comme faisant partie des tribus Formosan, qui parlent une langue qui n'a aucun rapport avec le mandarin et qui est en fait austronésienne. Pour résumer l'argument rapidement, Blust et Bellwood identifient 10 branches principales dans le millier de langues austronésiennes et montrent que 9 branches sur 10 étaient en fait des langues Formosan, celles parlées par les aborigènes de Taïwan. Alors, je ne vais pas détailler, mais il y a en fait pas mal de preuves linguistiques qui pointent vers Taïwan, et tout se passe comme si l'ensemble de la diversité linguistique de la zone entre l'île de Pâques et Madagascar n'était qu'un échantillon de celle qui est parlée sur cette petite île au large de la Chine. Ce qui est tout à fait cohérent avec ce qu'on aurait dans le cas où une partie des gens de l'île avaient colonisé tout l'espace. Bref, je suis effectivement à Taïwan, sur la côte est précisément. C'est d'ici que sont partis les explorateurs préhistoriques il y a 4000 ans de ça.
Et c'est quand même sympa de connaître le point de départ d'une migration du Paléolithique juste en écoutant les gens parler. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand d'autres sciences s'en mêlent et racontent leur propre version de l'histoire. En 2200 avant Jésus-Christ, Homo sapiens a colonisé une grande partie des terres immergées. Au Groenland, des paléo-esquimaux chassent des phoques, en Égypte, l'ancien empire se casse tranquillement la gueule, et dans la vallée de l'Indus, les fabricants de jouets sont très productifs. En fait, au moment de l'âge du bronze, on retrouve des humains partout, à une petite exception. Cette partie-là du monde. L'océan Pacifique et ses îles étaient toujours inhabitées pour une raison toute simple. On n'y voit rien. Une personne de la préhistoire qui aurait voulu partir dans cette direction n'avait aucun moyen de savoir si elle allait tomber sur une terre ou pas à un moment donné. Les migrations préhistoriques maritimes ont donc toutes été faites à vue, en sautillant d'une terre émergée visible à une autre terre émergée visible, mais les Austronésiens ont changé les règles en traversant des centaines de kilomètres d'océan à l'aveugle, et c'est une autre science qui a permis de comprendre comment ils ont fait, l'archéologie. Le succès de ces marins reposait principalement sur l'invention d'un type de bateau capable d'aller en haute mer, le bateau à lacets. Des planches de bois étaient comme cousues ensemble par des liens souples, puis calfatées avec des résines. Une voile pivotable permettait de remonter un peu au vent et des balanciers assuraient la stabilité. Bref, les catamarans du Paléolithique devaient sans doute prendre l'eau, se déformer avec les vagues et n'allaient clairement pas très vite, mais c'était toujours mieux que des radeaux. Au fur et à mesure des migrations, les bateaux se sont perfectionnés pour permettre des voyages de plus en plus longs et ambitieux, et ils ont subi une telle sélection naturelle que des études ont réussi à retracer la trajectoire de ces peuples juste en regardant l'évolution de ces canoës. Et ça, je trouve ça incroyable. En fait, depuis les années 80, des fouilles archéologiques ont exhumé plein de traces qui confirment l'idée d'une culture asiatique qui se déplaçait vers l'est. Des poteries, des objets en jade, des statues de pierre, et ainsi de suite. Et à chaque fois qu'on relie les points, on arrive sur Taïwan. Un autre mystère qui devait être résolu, c'est celui des vents. Le régime des vents dominants dans le Pacifique va d'est en ouest, donc dans le sens contraire de la migration des Austronésiens qui allait d'ouest en est. Être tout le temps face au vent avec un bateau du Paléolithique, on va pas très loin. Pour comprendre, des géographes ont simulé les trajectoires des Austronésiens uniquement avec des variables météo, comme la variation annuelle de force de vent, les oscillations d'El Niño et La Niña, et ainsi de suite. Leur modèle a permis de comprendre que les Austronésiens avaient profité des années El Niño et de ces vents qui changent de direction pour se déplacer sur les premières îles du Pacifique. Mais cette stratégie n'a pas permis d'aller plus loin que les îles Samoa, et il a fallu attendre 2000 ans pour que la migration reprenne en direction de Tahiti et Hawaï avec de meilleurs bateaux capables de mieux remonter au vent. Et quand on y pense, c'est assez fou de pouvoir comprendre un trajet effectué il y a 3500 ans juste en se basant sur les conditions météo d'aujourd'hui. Mais là où le travail d'enquête a vraiment explosé, c'est avec les études génétiques. En étudiant le génome des gens, on peut savoir plein de choses sur leurs ancêtres. Par exemple, celui des Polynésiens actuels comporte des traces de sélection naturelle, en particulier sur les gènes associés à la gestion de l'énergie corporelle. En très bref, tout se passe comme si les voyages toujours plus longs avaient fortement optimisé leur corps à résister contre les pénuries. Et j'en avais parlé dans un épisode que j'avais fait il y a 2 ou 3 millions d'années. Et en comparant le génome de différentes populations de la planète, et en regroupant les plus proches les unes avec les autres, plusieurs études ont appuyé le travail des linguistes et des archéologues en déterminant Taïwan comme point de départ à la migration. Voilà, bon, c'est un peu trop facile. Du coup, j'ai plutôt envie de vous parler d'une méthode beaucoup plus détournée pour comprendre cette migration, étudier la génétique de nos compagnons, les animaux et les végétaux domestiqués. Quand les premiers Austronésiens ont commencé leur long voyage à travers les îles du Pacifique, ils ont emporté avec eux des animaux et des plantes utiles pour survivre. Et ils ont emporté des rats. Sur chaque île, les rats ont prospéré en butant en général plein d'espèces endémiques, oui, bon, d'accord, et à chaque nouveau départ, un nouvel échantillon de cette population était emmené sur l'île suivante. En étudiant l'ADN de rats venant de plusieurs îles, une étude datant de 98 a retracé la migration des humains dans le Pacifique, et c'est la première étude de génétique à réussir à faire ça. Le même genre d'études ont été faites sur les cochons, les poulets, les noix de coco, la bactérie Helicobacter pylori, ou encore le mûrier à papier. Cette plante, qui est utilisée dans les îles du Pacifique pour faire du tissu d'écorce, a été dispersée dans tout le Pacifique et... oui, bon, bah ça vient de Taïwan, quoi. Et très récemment, une étude a réussi à montrer qu'il y avait sans doute eu des contacts entre l'Amérique du Sud et la Polynésie, juste en regardant le génome des patates douces. Donc, voilà. On a une migration partie à l'âge du bronze qui s'est terminée avec la colonisation de l'île de Pâques et de la Nouvelle-Zélande à peu près au moment où l'Europe envoyait des croisades au Moyen-Orient. Elle a touché Madagascar, probablement l'Amérique du Sud et tout ce qu'il y avait entre les deux. Un phénomène historique hallucinant qui aurait été totalement invisible s'il n'y avait pas eu des générations de chercheurs pour le mettre en évidence.
Dans les sciences historiques comme la biologie évolutive, la linguistique ou évidemment l'histoire, la science se transforme en enquête, au cours de laquelle on accumule des indices qui vont dessiner une histoire. Et pour accroître le degré de confiance dans le scénario qu'ils se sont forgés, les chercheurs n'hésitent pas à utiliser toutes les disciplines à leur disposition. Pour retracer la migration austronésienne, il a fallu faire appel à de la climatologie, de l'archéologie, de la linguistique et de la génétique, entre autres. Tout ça est le fruit d'un travail collectif monstrueux, par des centaines de masters, de thésards, de postdocs et autres scientifiques qui ont mis leur pierre à l'édifice. Et quand différentes disciplines travaillent à lever le voile sur le même mystère, à la fin, le résultat est là. Vous avez été impressionnant. Dans la dernière vidéo, j'expliquais qu'il restait plus qu'une seule option pour la survie de la chaîne, le financement participatif sur Tipeee. Et vous avez été plus de 3000 à répondre à l'appel, certains en faisant des types uniques et d'autres en faisant des types récurrents. J'ai reçu des messages vraiment très touchants venant d'étudiants qui n'avaient pas beaucoup de sous mais qui voulaient quand même voir la chaîne perdurer. Bref, ça fait une sorte de raz-de-marée de gens vraiment très stylés qui se regroupent pour faire quelque chose de vraiment très stylé. Du coup, pour garder un contact plus rapproché avec vous, j'ai commencé à écrire une newsletter. C'est pas grand chose, c'est juste un mail à chaque sortie de vidéo dans lequel je raconte des choses sur lesquelles je suis tombé en faisant mes recherches que j'ai pas pu mettre dans l'épisode, ou je mets des recommandations de lecture ou de vidéos, bref, d'autres trucs que je pense que vous pourriez trouver intéressants. C'est un peu Dirty Biology version longue, d'ailleurs c'est le nom de la newsletter, et ça me permet d'offrir quelque chose d'un peu spécial pour les tipeurs et tipeuses qui portent maintenant la chaîne à bout de bras. Voilà, donc si jamais vous aussi vous voulez soutenir la chaîne et recevoir la newsletter à chaque vidéo, vous pouvez le faire, le lien est dans la description. Dans tous les cas, merci à tous ceux qui font ça, surtout à ceux qui font ça depuis des années, vous êtes incroyables. Bref, je m'arrête là, mais on se retrouve très vite pour un autre épisode qui a été tourné à Taïwan, dans lequel on parlera cette fois plus du futur que du passé, et dans lequel vous verrez que cette île est décidément au centre du monde. À bientôt!